Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va revoir un qui veut être mon associé. Je te rappelle le concept. Donc on prend les passages des entrepreneurs et je te fais en fait un débrief et je te rentre dans le détail de certains mécanismes entrepreneuriaux dans ces émissions. Et comme ça, tu vois un petit peu comment ça fonctionne de l'autre côté. Étant moi-même investisseur et entrepreneur, je t'aide à mieux apprécier les situations. Et je me délecte de ces émissions parce que honnêtement, je m'amuse comme un fou. J'adore le truc. Et c'est un exercice qui pourrait me plaire en fait. C'est pas mon métier, c'est pas mon travail, j'investis pas dans les boîtes, mais qui sait, peut-être un jour je m'y mettrai. En tout cas, voilà, je voulais t'expliquer un petit peu et te rappeler comment ça a fonctionné. Juste pour rappel, ces émissions sont enregistrées parce que je suis en vacances et je ne suis pas ici. Je suis au moment où tu m'écoutes vraisemblablement de l'autre côté de l'Atlantique. Et aussi pour t'indiquer que sur immobiliercompagnie.com, je ne vais pas te rappeler l'usage parce que tu le connais, abonne-toi, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Et en général, je te parle de mon site, mais là sur le site, il n'y a qu'un truc que tu dois aller voir. Il y a un séminaire le 5 octobre à Nîmes et la billetterie est en place. Le repas est inclus dans le billet. Je te laisse aller voir. Si tu veux me rencontrer, c'est l'occasion. Sans plus de transition, Patrick, on attaque avec ses associés, enfin ses futurs associés qui viennent présenter leur projet dont je ne sais strictement rien. Les deux prochaines entrepreneuses sont venues nous raconter une histoire de famille. Je m'appelle Hiroshi, j'ai 33 ans et j'ai grandi à Bobigny. Et moi, c'est Mitoula, j'ai 28 ans. J'ai aussi grandi à Bobigny avec Hiroshi parce qu'on est sœurs. T'es pressé ou pas? De ouf, grave pressé. Nous, on a commencé dans le garage de notre papa et on voudrait montrer aux gens qu'on peut partir de rien et faire beaucoup de choses en un an. Si on ose, on peut vraiment faire de belles choses. Alors rapidement, je vais en toucher un mot parce que là, il y a un truc qui ressort directement avec cette intro, c'est le travail en famille. Le travail en famille, c'est un énorme avantage, mais aussi un énorme inconvénient. La réalité, c'est qu'en fait, dans la famille, quand tu travailles avec ta famille, il n'y a pas de barrière. En gros, quand tu travailles avec des gens que tu ne connais pas, il y a une barrière naturelle qui est justement le fait que tu ne les connais pas. Il y a des choses que tu n'oses pas dire, il y a des choses que tu n'oses pas faire. Il y a une limite naturelle qui est inhérente à l'éducation, la société, la bienséance, enfin, tu vois le truc, le civisme, etc. Bon, même si c'est des notions qui se perdent avec le temps, tu comprends de quoi je parle. Le fait de travailler en famille, ça efface complètement toutes ces notions. Et il faut le savoir, c'est alors paradoxalement la grande force du travail en famille parce que tu te dis tout sans filtre et du coup tu avances plus sereinement. Mais en même temps, en fonction des tempéraments et de plein de paramètres, notamment le fait que la boîte elle marche ou pas, l'argent, enfin voilà, plein de paramètres, ça peut aussi créer des tensions qui sont très dommages parce que le but d'une famille c'est quand même de s'aimer et de vivre ensemble et pas de s'auto-détruire, tu vois. Donc voilà, je voulais préciser parce que d'ores et déjà, on est face à une situation qui peut être soit un avantage, soit un inconvénient. En l'occurrence, je pense que comme ça va être présenté, ça sera présenté comme un avantage. Mais toi, tu dois avoir conscience que ça peut apporter, alors soit pour certains de la difficulté en plus, pour d'autres de la facilité. Ça va dépendre encore une fois des rapports familiaux, mais ça reste une situation particulière. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'en travaillant en famille, tu peux gagner beaucoup plus d'argent qu'en travaillant normalement. Après, tu peux avoir ces mêmes relations avec des amis à toi. Moi, je suis très très proche de mon associé que je considère comme de la famille. Donc, ça, je ressens ce sentiment-là pour mon associé. Mais voilà, enfin, je parle de Jérôme parce que je le connais depuis très longtemps. Mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà, c'est des sentiments qui se construisent avec le temps et ça dépend de plein de choses. Et il faut que tu l'entendes, ça peut être positif et négatif, ça dépend des gens. Bonjour. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors bonjour, moi c'est Hiroshi. Bonjour, moi c'est Mitoula. Vous l'avez peut-être deviné, on est deux sœurs. Alors on est là aujourd'hui pour vous demander 120 000 € contre 10% de notre capital. Si je vous dis fraisier, millefeuille, forêt noire, est-ce que ça vous parle? Moi je dis miam. Voilà. Mais surtout, est-ce que vous savez les faire? Plus compliqué. Nous, on ne sait pas les faire non plus. Non. Mais on a eu de la chance, on les avait fait maison grâce à notre papa. Et ces gâteaux-là ont bercé notre enfance. Notre papa, il est arrivé en France avec notre maman dans les années 80, parce qu'ils ont tous les deux fui la guerre civile au Sri Lanka. Arrivé en France, il a commencé en tant que plongeur, et puis il a gravi les échelons pour finir cuisinier dans un restaurant parisien. Alors tous les ans, pour nos anniversaires, nous on avait beaucoup de chance, on a eu plein de gâteaux. En grandissant, on le voyait pas beaucoup, mais la pâtisserie c'était vraiment le moment qu'on avait avec lui. Mais c'était aussi le moment qu'on avait pour se retrouver entre sœurs. Toutes les deux, on a 6 ans de différence et des caractères très opposés qui ont fait qu'on n'a pas pris le même chemin de vie. Mais en grandissant, on a eu une envie en commun, c'était de transmettre l'héritage de papa et de refaire tous ces gâteaux-là à la maison. Alors, pendant le premier confinement, comme la majorité des Français, on a décidé de mettre la main à la pâte.
Mais la vérité, c'est qu'on s'est tout de suite rendu compte que nous, on n'a pas du tout hérité du talent de notre papa et on a raté plein de gâteaux. Alors on s'est dit, pourquoi il n'y aurait pas un kit avec tout ce qu'il faut dedans pour réussir son gâteau? Et c'est de là qu'est née l'idée de Cake Master. Une Cake Master, c'est un kit de pâtisserie simple, ludique et inratable pour faire un gâteau sans prise de tête. Dedans, on vous a mis tout ce qu'il vous faut. Des ingrédients secs déjà dosés, des ustensiles, une fiche recette et même un tuto vidéo. Et tous les ingrédients qu'on donne sont 100% français et utilisés par les pâtissiers professionnels. Donc tout ce qu'il y a dans notre box, vous ne pouvez pas le trouver vous-même en supermarché traditionnel. Et notre spécialité, c'est de proposer de reproduire à la maison les goûters qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché, mais en format géant et avec beaucoup moins de sucre. Et tout comme la pâtisserie, c'est aussi notre papa qui nous a transmis la fibre entrepreneuriale. Parce qu'après avoir passé 20 ans dans une cuisine, il a repris une petite épicerie et est devenu aussi entrepreneur. Il n'y a pas à dire, la force d'une histoire, ça fait la différence. Et là, pendant qu'elles racontent leur histoire, je visualisais. Et en plus, les cakes, les gâteaux, c'est quelque chose de gourmand. C'est quelque chose qui nous parle. Ça nous touche personnellement. On a tous des souvenirs de saveurs, des odeurs, des choses qui nous restent en tête. Et quand elles ont raconté, enfin quand elles viennent de raconter cette histoire, moi personnellement, j'ai été touché. Et c'est là que, pour moi en tout cas, dans les pitchs, j'arrive à comprendre que certains pitchs sont meilleurs que d'autres, que quand tu commences à expliquer ton idée, c'est quand même beaucoup plus appréciable dès l'instant qu'il y a une dimension, on va dire, personnelle à l'intérieur, parce que tu peux te projeter, tu peux ressentir des éléments. Et en plus, tous les détails qu'elle vient de donner, ça nous permet de comprendre le contexte dans lequel l'idée a été inventée, de comprendre aussi l'utilité du produit. Voilà, on crée soi-même des gâteaux avec des produits auxquels on n'a pas accès en tant que particulier, des produits que tu as dans ta box, dans ton Cake Master. J'aime bien l'idée, j'aime bien le nom d'ailleurs et l'idée aussi. Dans ta box Cake Master, tu as des produits qui sont normalement réservés à des professionnels. Donc tu comprends qu'en fait, tu vas avoir accès finalement à une espèce de qualité et de connaissance à laquelle tu n'as pas accès en temps normal. Et en plus, bon, elle a donné l'ensemble des détails de fabrication du produit, c'est-à-dire tuto vidéo, la recette avec les éléments dans la boîte. Donc vraiment, tu te rends compte que la façon dont elle raconte l'histoire, c'est très fluide. Dans l'histoire qui est racontée, tu as toutes les informations nécessaires pour comprendre de quoi il est question. Bon, là, bien évidemment, il me manque les chiffres, mais là, tout de suite, je suis séduit. Et je comprends qu'on est face à un produit qui permet à tout un chacun d'avoir accès finalement à des produits auxquels il n'a pas accès normalement. Et franchement, moi, j'adore la pâtisserie, j'adore tout ce qui est gâteau, etc. J'ai vraiment très envie de goûter ce que peut produire ces petits paquets de Cake Master et de voir si je suis capable de suivre les recettes qui sont, on va dire, dispensées au travers de ce système. Aujourd'hui, le fait maison et depuis le Covid a vraiment repris sa place dans nos foyers et je pense que tous autant que nous sommes, on apprécie la qualité voilà, de bons produits que l'on va faire chez soi. Si en plus, comme elle dit, tu peux avoir des grosses quantités qui te fait un coût de revient à la part ou au gâteau moins élevé que si tu l'achètes dans le commerce, mais que demande le peuple? Là, tout de suite, j'ai coupé leur intro parce que je suis séduit. Maintenant, bien évidemment, il faut voir les prix, les conditions. Lorsqu'on te dit 120 000 euros pour 10% de la boîte, ça veut dire que tu valorises à 1 million d'euros. Donc, comme d'habitude, maintenant, tu sais que je le répète toujours, mais il y a un chiffre d'affaires derrière parce que c'est à double tranchant. Soit elles n'ont pas vendu de produit comme ça a déjà été dit et dans ces cas-là, tu te projettes sur un chiffre et tu te fais une idée avec les éléments qui te sont donnés. Soit tu peux annoncer des gros chiffres parce que tu fais déjà du chiffre. Et pour moi, quand on commence à annoncer des chiffres comme ça, il y a de l'argent qui rentre. Et on va voir. Quand on a annoncé à nos parents qu'on allait tout lâcher nos CDI, lâcher tout pour repartir à zéro, ils ont paniqué. Mais après 1 an, on a réussi à les rassurer. On a réussi à vendre plus de 2000 kits pour 40 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait plusieurs points de vente éphémères, dont des collaborations avec Carrefour, le BHV Marais et la Foire de Paris. On vous a dit qu'on n'était pas très doués en pâtisserie. Et on est super fiers parce qu'on a réussi à convaincre le chef Thierry Marx de collaborer avec nous sur un kit signature. Et tout ça avec 0 € en communication et un partenaire réseau inexistant. Aujourd'hui, notre concept plaît et notre rêve, c'est de voir nos kits partout en France. Et on est actuellement en discussion très avancée avec des acteurs de la grande distribution qui sont prêts à nous ouvrir 300 points de vente pour un premier lancement. Si vous aussi, vous voulez nous voir partout en France, on vous invite à enfiler vos tabliers. Merci. 40 000 euros de vente la première année, valorisé à 1 million. Sur quelle base? Tu sais déjà qu'il va y avoir des remarques là-dessus. Bon, ok, j'attends de voir. Là, du coup, je suis beaucoup moins chaud.
C'est surévalué à mon sens. Par contre, ce qui est hyper intéressant, effectivement, c'est que sans aucun budget, elles ont réussi à avoir un package signature. Mais bon, on va avoir l'occasion. Bon, non, je vais t'en parler parce que j'ai fait des recherches. Bon, je ne le vois plus sur le site. La société existe toujours. Ils ont une gamme de produits qui est, somme toute, pas inintéressante. Je trouve ça, je trouve ça correct, en tout cas, de ce qu'ils ont sur le site en vente. Le fait qu'ils soient en discussion en supermarché, bon, ben là, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu dommage parce que quand tu viens dans une émission comme ça, c'est limite le travail et la place que tu vas laisser à l'un des associés. Donc là, tu annonces que tu vas pouvoir le faire. Donc finalement, c'est un petit peu ce que tu vends. Tu vois, par exemple, stratégiquement, ce n'est pas ce que j'aurais fait du tout en fait. Je n'aurais pas cherché. Alors bien évidemment, c'est paradoxal ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Donc je n'aurais pas cherché à rentrer dans du supermarché pour me déployer en sachant que j'allais pitcher des investisseurs pour qu'ils rentrent au capital. Il faut que tu sois stratégique un petit peu, c'est-à-dire que rentrer dans de la grande distrib, si tu as le bon associé qui met de l'argent, il te l'obtient sans aucun effort. Donc à quoi ça te sert du coup de mettre des efforts dans des domaines pour lesquels en prenant un associé, tu peux avoir immédiatement finalement l'avantage. Donc concentre-toi au contraire sur des valeurs dans la boîte qui vont faire venir des associés hors normes. Si dans ta boîte tu développes des concepts, tu passes ton temps à développer des concepts qui sont valorisables aux yeux de certains de ces associés-là, justement, mais ça sera encore plus simple de rentrer dans les grandes distributions parce que tu vas avoir le bon associé, le bon concept et ça sera encore plus facile. Le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils dispersent leur temps dans tout et n'importe quoi. Alors bien évidemment, c'est facile pour moi de parler comme ça parce qu'il y a une dimension financière et je comprends très bien que quand tu es comme ça entrepreneur et que tu t'es lancé, tu as besoin d'argent pour couvrir tes frais. Pas de problème, j'entends. Mais comme on l'a entendu dans un des précédents pitchs qu'on a pu avoir déjà avec les quelques émissions que j'ai reprises, eh bien en fait, il y a quelqu'un qui avait fait en sorte que 90% de son chiffre d'affaires soit réalisé par la vente en ligne. Ça, c'est exceptionnel. Ça veut dire que tu as des talents de marketing, des talents de référencement, des talents de traffic manager, enfin bref, que tu as des talents qui sont valorisables pour la suite de l'aventure, pour l'investisseur qui va rentrer. Mais là, en fait, tu prends une place qui pourrait être prise par les investisseurs et tu n'amènes pas en face, finalement, de réelle différenciation dans ta boîte. Bon, elles ont des recettes, etc. Mais je suis désolé de vous dire ce que je vais dire, mais là, pour moi, le concept que je vois, il est duplicable. Je n'ai même pas besoin d'avoir un père ou une mère qui est pâtissière. Je vais prendre un bon pâtissier, je dis écoute, j'ai vu une société qui fonctionnait, viens, on va faire des gâteaux un peu plus complexes, un peu plus originaux, pour des anniversaires, etc. Plus facile aussi à réaliser. Et tu peux t'enclaver sur un truc concurrent, différent et qui marchera de la même manière. Facilement duplicable. C'est même pas une idée que tu peux protéger de mon point de vue. Donc, essaye de te concentrer sur les vraies choses qui vont te ramener de l'argent et pas sur des domaines où finalement, presque, j'ai envie de dire, n'importe qui peut faire l'affaire pour arriver à lever de l'intérêt là-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, trouver un associé qui te fait rentrer dans la grande distribution, c'est une commodité aujourd'hui. Alors qu'avoir un produit exceptionnel, ça, c'est quelque chose pour le coup d'exceptionnel. Donc voilà, je te donne le conseil à toi qui m'écoute. Concentre-toi sur la valeur ajoutée plus dans ta boîte et ne perds pas ton temps, bien évidemment en gagnant de l'argent, on est d'accord, mais ne perds pas ton temps sur des postes où tu peux facilement trouver des gens qui viendront remplir cet usage. Merci, bravo. Bravo. C'est malin de se mettre avec un chef. J'avais travaillé moi aussi avec Thierry Marx et ça permet de donner une crédibilité, une légitimité. On pourrait imaginer que chaque année, vous allez chercher un nouveau chef pour proposer une recette. C'est un gâteau pour combien de personnes environ ? C'est pour 6 à 8 personnes. Nous, on vous a ramené des kits si vous voulez voir de plus près Ah ben oui, avec et connaître plaisir. un peu notre produit. Ah ben on veut. Bien sûr. On peut choisir. On les a choisis pour vous. Mais si vous les aimez pas, on peut toujours échanger. Et ça vaut 20 €. Ça vaut 20 €. Tout ce qu'on donne, c'est des ingrédients vraiment de qualité professionnelle. Donc, c'est la qualité du pâtissier à la maison. C'est le prix d'un gâteau, à peu près, je me rends pas compte, j'achète pas moi. C'est voilà, en pâtisserie, c'est plutôt 20-25 € en fonction de la région où vous êtes. Et combien ça vous coûte? Quel est le prix de revient d'une boîte? Aujourd'hui, ça nous coûte à peu près 6,50 € une boîte. D'accord. Ouais, il y a une belle marge quand même. Ah oui, donc on a vraiment tout. On a Il y a donc vraiment- les moules. Des moules en papier cuisson, Oui. voilà, pour le côté un peu plus éco-responsable. Et aussi, oui, comme et c'est un même, gâteau à étage, la spatule, tout y La est. spatule et puis effectivement tous les ingrédients. Mais j'imagine après il faut peut-être rajouter de l'eau, du Il lait. faut rajouter des œufs et du beurre. Et on peut goûter un gâteau? Bah, bien peut-être sûr. Avec plaisir, on peut même vous proposer d'en faire un, si vous voulez. De finaliser un petit napolitain. Un petit napolitain, Ah, je sais c'est pas pour s'il y a Anthony, des... parce que s'il y arrive, toute la Tout France le monde peut peut y arriver, oui. Ouais, bah, s'il rate, Vous on êtes pense sûr pas. de vouloir Franchement, prendre ce risque? On prend le pari. Si j'y arrive, c'est vraiment que c'est très simple.
Alors, est-ce que vous savez de quoi est fait le napolitain déjà? Non. Alors, napolitain, c'est un gâteau où il y a 3 couches de génoise. Ok. Et en pâtisserie, comment on colle les génoises? Avec du chocolat, avec de la ganache au chocolat. Évidemment. Ensuite, une petite couche de sucre blanc et des vermicelles. Ça devrait le faire. Mais l'idée, c'est donc de le faire un peu à plusieurs, de C'est ça. participer. C'est aussi de faire une expérience qui rapproche un petit peu la famille. C'est ça aussi ce que vous Exactement, vendez. c'est une super activité pour les parents à faire avec les enfants un mercredi après-midi, quand on n'a pas trop de temps, 1 heure ou 2 heures. Le petit kit, on met les œufs, le beurre et on fait ça en famille. Et ça sent bon le chocolat ici. Ouais, ça sent très bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme gâteau à part le napolitain? On a le choco délice, Une tarte citron meringuée qui m'a l'air formidable. Charlotte mangue passion, cookie géant. Et là, on a fait avec le chef le choco peanuts. Il y en a combien en tout? En tout, il y en a 6. C'est quoi le timing? Combien de temps pour faire un C'est gâteau comme ça? 45 minutes avec la cuisson. Et toutes nos recettes sont à faire en 1 heure, grand maximum. Et ça n'existait pas, ça. Alors, il n'y a pas eu cette offre complète. En fait, il y a soit des kits avec des ustensiles, soit des kits avec des ingrédients, mais qui sont déjà tout mélangés en un seul sachet. Ah, Et souvent, c'est vrai que quand on fait un gâteau avec une préparation, on a un peu honte de dire que c'était une préparation. ah là, on a l'impression d'avoir fait le gâteau. Quand on l'amène à l'école, on l'a fait nous-mêmes. Exactement. Écoute, je trouve ça pas mal. Hein. Je le découpe? Ouais, ouais. Bon, bah, je pense qu'on a une belle reconversion d'Anthony. C'était pas désagréable à faire. Hein. Si. J'ai pris du plaisir. Bah, c'est bon. Ouais, non, Non, mais c'est bon, c'est très bon. Bon, alors la marge, elle est magnifique. De 6 euros à 20 et quelques 20 euros, il y a de la marge. Donc le produit paraît sain. Effectivement, comme l'a dit Marc Simoncini, c'est surprenant que ça n'existait pas avant. On comprend très bien donc l'intérêt, comme elle l'explique. Elle a pu comparer avec les offres déjà sur le marché. Et globalement, entre un sachet où il y a tout à l'intérieur, tu fous le sachet, tu mets le lait, les œufs, tu mélanges et le gâteau sort. Et là où je fais vraiment le gâteau avec chaque ingrédient bien séparé, il y a quand même effectivement une énorme différence. Et c'est assez bluffant de se dire que ça n'existait pas. Moi, je vais te dire pourquoi je ne suis pas emballé. Parce qu'en fait, l'idée que je t'ai donnée tout à l'heure reste maintenant lancinante dans ma tête, à savoir que quand tu y réfléchis, ben finalement, qu'est-ce qui empêche qui que ce soit de dupliquer le concept? N'importe qui peut les copier et faire la même chose et gagner de l'argent comme elle. Donc c'est très dommage, mais je ne peux pas la retirer de la tête, cette idée. Ensuite, 40 000 euros, aller à 1 million, je trouve que, ben, encore une fois, la valo, est-ce qu'elle les vaut? Je ne suis pas certain, parce que je ne vois pas en quoi il y a dans la société une valeur unique. Tu me diras la recette, mais la recette, elle ne dépend pas vraiment d'elle, en fait, parce que la recette, finalement, c'est, tu sais, moi, je ne sais pas faire de la cuisine, hein. Je sais faire que les crêpes et les grillades. Tu as le droit de te moquer, je comprendrai très bien. Mais les crêpes, je les fais d'une manière très particulière, elles sont très bonnes. Et la façon qui fait que ces crêpes que je fais sont bonnes, c'est juste l'ordre dans lequel j'assemble les ingrédients. Je ne les assemble pas dans l'ordre conventionnel. Et ça donne un goût différent, parce que je ne les assemble pas dans l'ordre conventionnel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la qualité finale du gâteau, elle dépend aussi de la façon dont on va finaliser le gâteau, la personne qui achète le kit. Donc il y a quand même une partie de la réalisation finale qui revient à la personne qui achète. Et je ne cherche pas à minimiser leur travail. Bravo à elles, je trouve leur idée superbe. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que finalement, encore une fois, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche qui que ce soit de dupliquer leur système et de se poser en concurrence. Et enfin, il y a quand même une chose que tu peux tirer derrière toute cette affaire, et je veux que tu le gardes en tête parce que c'est l'exemple parfait pour que je t'en parle. Il y a un truc qui est formidable dans leur affaire là. C'est qu'en fait, ils goûtent les préparations. Et ils ont fait faire la cuisine à Anthony Bourbon, qui a fait lui-même la fin du gâteau. Il a pu apprécier la difficulté qu'il y avait derrière ces préparations. Et ce que je veux te dire, c'est quoi? C'est que quand tu as un produit, amène-le à ta banque. Quand tu as un produit, montre-le à ta banque. Quand tu investis dans un bien, explique pourquoi l'opération que tu fais est une bonne affaire. Dans quelles conditions et pourquoi d'acheter ce bien-là fait que ça fait la différence avec le reste. Quand tu es pâtissier, amène tes gâteaux si tu veux créer un resto. Quand tu vas, j'en sais rien moi, créer ta boîte et que tu peux amener des échantillons à la banque, amène-les pour leur montrer, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils financent. Parce que souvent, quand on finance des projets, quand on met de l'argent sur quelque chose, on ne sait pas dans quoi on met son argent. Et donc, comme on ne sait pas dans quoi on met son argent, quand il y a quelqu'un qui fait l'effort de t'amener, de te montrer, ça crée de la différence, ça crée une distinction entre lui et les autres. Et donc là, par contre, tu vois une idée qui est exceptionnelle, qui est de présenter le produit et de permettre de goûter. Et moi, j'ai toujours eu cette idée dans ma tête où je me disais, si moi j'avais dû faire des restos, mais j'aurais amené mes préparations pour montrer à mes banquiers, ben voilà, moi je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Si le banquier, il adore, ben il aura envie de financer, c'est aussi simple que ça. Et tout à l'heure, quand ils ont raconté leur histoire, je me suis projeté par rapport à quoi? Par rapport aux pâtisseries, au bon goût, etc. J'avais presque envie d'en manger du truc, tu vois. Donc ce que j'essaie de te dire, c'est que
La mise en situation, même dans la vente d'ailleurs, quand tu veux vendre quelque chose, etc., la mise en situation, c'est le meilleur niveau de marketing et de vente. Quoi que tu demandes en fait, que tu demandes de l'argent, que tu demandes de vendre à un client, quoi que tu fasses, si tu peux faire tester le produit, c'est là où tu as gagné en fait. Rappelle-toi de ce conseil parce qu'il est à mon sens capital. Mais c'est pas un peu compliqué d'envoyer ça par transporteur, 21 €? Vous avez combien de frais d'expédition pour ça? Entre 5 et 10 euros. 10 € pour envoyer une boîte à 20 €. On facture au client pour l'instant, on ne fait pas de marge dessus et c'est les clients qui payent la livraison pour le Ça moment. fait cher le gâteau. Hein. Vous faites pas livraison offerte. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de passer sinon, c'est pas en possible. grande distribution en fait, parce que Avec Amazon et compagnie qui ont donné l'habitude aux consommateurs d'avoir toutes les livraisons gratuites, c'est extrêmement cher. Justement, la grande dispo, ça va nous aider justement à baisser ces coûts-là et puis Ouais, à mais rendre enfin, le vous produit. allez avoir moins de marge. on va avoir moins de marge, Oui, mais mais on va plus pouvoir de faire volume. beaucoup de volume et on va pouvoir atteindre plus de clients. Ah putain, j'avais pas pensé aux 10 € d'envoi. Ah ça fait mal. Ah quel dommage. Et ouais, tu as presque plus d'envoi que de prix de gâteau quoi au final. Donc finalement, elles ont pas de marge en fait. Elles gagnent pas d'argent. Et ça tu vois, c'est hyper intéressant ce qui vient de se passer parce que un oubli dans tes calculs et la fête elle est finie quoi. Donc moi tout à l'heure qui était là qui me dit ah putain elles ont de la marge et tout c'est trop cool. Eh ben en fait non. Ça me rappelle l'histoire d'une connaissance que j'avais qui faisait beaucoup de chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas tout à fait ça l'histoire, non. C'est qu'en fait, c'était un couple, c'était deux entrepreneurs. Il avait aidé sa femme à se lancer. Et puis, il voyait que sa femme, elle faisait du chiffre d'affaires, mais il contrôlait pas les chiffres. Et le jour où il regarde les chiffres de sa femme, il s'est rendu compte qu'en fait, ouais, elle faisait du chiffre, hein, mais elle n'avait pas de marge, elle gagnait pas d'argent. Et en fait, ça, c'est des histoires qui sont très courantes avec beaucoup d'entrepreneurs. Après, comment dirais-je, pour mémoire, sa femme ne faisait pas de marge, mais elle connaissait pas ce domaine d'activité. C'est son mari qui l'avait lancé dedans, donc c'était quand même un peu sa faute, hein, beaucoup plus sa faute à lui qu'à elle, parce que elle faisait ce qu'il lui disait et puis elle faisait pas gaffe, quoi. Et du coup, ses coûts d'acquisition client étaient tellement élevés que finalement, elle gagnait pas d'argent. Et comme lui, il vérifiait pas parce qu'il lui faisait confiance et puis qu'il avait un taf, enfin, il avait sa boîte à côté à faire tourner, il n'a pas fait attention à ça et il m'a dit en quelques mois, j'irai redresser la barre, quoi. Mais en fait, il gagnait pas autant d'argent que ce qu'il croyait au départ. Et là, c'est la même chose. Tu te rends compte que, en fait, regarde, moi j'étais emballé, j'étais dans le truc, les gâteaux et tout, Là, bim, ils te mettent ça sous le nez. Alors, déjà que j'étais pas emballé à cause de la duplicité du truc, que c'est duplicable facilement, voilà, je me dis, mais non, c'est même pas intéressant. Voilà, je te le dis, plus personne va lever le portefeuille. Ça montre à quel point, d'abord, il faut que tu apprennes à tout prévoir. Et ensuite, parfois, un truc, un détail peut entièrement changer toute la phase de ton business. Un détail. Et il n'y a que deux solutions, hein. Soit tu es capable de régler le problème et dans ces cas-là, pas de souci et en avant Guingamp. Soit tu n'es pas capable de régler le problème et dans ces cas-là, il faut que tu aies le courage et la capacité d'arrêter, de faire marche arrière, de dire ok, dans ces cas-là, j'y vais pas. Et crois-moi, c'est la plus sage des décisions, surtout quand ta marge est en jeu. Parce que la marge, c'est le cœur de ta boîte. Et le plus gros des problèmes dans les entreprises, c'est qu'on travaille avec la marge avec laquelle on s'est habitué à travailler. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu comme avec le salaire. Quand tu crées une boîte et que tu construis un système, tu vas aussi construire une marge. Et les entreprises, elles ont tendance à rester sur cette marge. Ce n'est pas une généralité. Il y a des boîtes qui arrivent à déplafonner, mais c'est rare quand même. Moi, je constate que globalement, les gens conservent leur marge parce qu'après ils ont peur de perdre leurs clients, ils osent pas, ils savent pas comment se repositionner. Alors certains arrivent à le faire mais c'est quand même une minorité. Donc sois très vigilant là-dessus, surtout quand tu te lances. Bien évidemment, il y a des prix de marché au-delà desquels tu peux pas aller, il y a une réalité de marché que tu peux pas ignorer parce que comme je le dis toujours, le marché a toujours raison. Mais enfin, une marge ça se travaille, un positionnement ça se travaille, tu peux aller dans le luxe, tu peux essayer de faire vraiment des produits différents, mais dans la mesure où tu l'as réfléchi en amont et où tu ne te retrouves pas, comme là je viens de le faire par rapport à moi-même, hein, le bec dans l'eau avec une question que tu n'as pas posée qui change toute la phase de ce que tu avais analysé. Et je ne l'avais pas posé, tu vois. Heureusement qu'ils l'ont posé. C'est quand même un business où vous gagnez 10 € par produit à peu près. Hein. Là, vous en avez fait 2000, donc votre chiffre d'affaires, ça doit être 20 000 € de marge. Même si vous faisiez 10 fois plus que ça, ce qui ferait 20 000 déjà, c'est beaucoup. Vous feriez 200 000 €. Donc on voit que c'est un marché sur lequel il va falloir devenir très très gros pour pouvoir en vivre. Tu sais ce qu'il vient de faire le Marc là? Il vient d'utiliser l'équation des millionnaires que tu retrouves dans mon livre Devenir riche sans argent. Cette équation, sans rentrer trop dans le détail parce que ce serait trop long, je vais te la faire plutôt simple. Elle dit quoi? Elle dit que si tu veux devenir millionnaire, il faut que tu trouves un produit avec une marge qui te permet de trouver peu de clients, mais une marge suffisante pour arriver au chiffre d'1 million. Donc, je vais te le dire autrement. En gros, pour être millionnaire, il faut que tu fasses 2 700 € par jour. Donc, plus tu vas avoir des produits que tu vends pas cher comme cela, plus il va te falloir trouver de clients.
Comme c'est extrêmement dur de trouver beaucoup de clients, il vaut mieux avoir un produit que tu vends très cher, mais où tu as peu de clients en face. Je sais, c'est contre-intuitif, mais c'est comme ça. Plutôt que d'avoir un produit que tu vends pas cher, mais où il va falloir que tu trouves énormément de clients. Parce que les gens qui ont la capacité de toucher énormément de monde, il y en a très peu. Et c'est une compétence qui est très rare et très difficile à avoir. Alors que si tu as un produit, que je vais te dire une connerie, que tu vends 5 000 €, il te suffit quasiment de trouver qu'un client tous les 2 jours. Ça veut dire que finalement, avec 15-20 clients par mois, tu arrives facilement à faire ton million d'euros. Alors qu'avec des produits à 20 €, tu vas devoir brasser un volume énorme. Et la plupart des entrepreneurs se plantent justement sur cette appréciation parce qu'ils s'imaginent que c'est plus facile de vendre des produits à 20 € que des produits à 5 ou 10 000 €. Sauf que, et le problème est là, c'est que c'est très difficile de trouver des millions ou des milliers de clients et c'est très facile de trouver quelques clients. Donc ne te trompe pas quand tu fais ta boîte. Moi, je vais me lancer. Vous avez dit, je vais faire des gâteaux et après, je pense, vous avez dit, une fois que j'ai fait ça, comment je vais les vendre ? Et le business model est venu après la passion. Ça arrive très souvent d'ailleurs, hein. On se dit, moi j'adore les vélos, je vais les fabriquer, puis après je verrai bien comment je les vends. Donc on fait tous ça. Le problème, c'est que vous rentrez dans un univers, la grande distribution et le digital e-commerce, où les marges sont très compliquées, les transports sont très compliqués, la logistique coûte très cher, et finalement vous vous retrouvez avec un produit à 20 balles en vente, et faire de la marge sur des produits à 20 €, c'est extrêmement compliqué. Et donc, pour avoir une entreprise qui croît, qui réussisse, il faut que vous ayez des volumes énormes. Donc, je ne vais pas vous accompagner, mais vous allez y arriver. Vous allez faire une jolie marque, vous allez distribuer certainement dans plein d'endroits, et ça sera une jolie boîte. Ça grossira à la vitesse où ça grossira, parce que ça grossira. Et moi, je trouve ça formidable. Pas la peine de vouloir devenir Zuckerberg du gâteau. C'est noté. Oui, mais elles veulent devenir les Zuckerberg du gâteau, Marc. Enfin, quand même. Sinon, elles ne seraient pas là. Tu comprends bien. Elles ne perdraient pas leur temps, quoi. Non, mais moi, je comprends très bien son analyse. C'est la même que la mienne, finalement. Donc, moi, j'ai rajouté le fait que ce soit duplicable facilement. Mais au final, il n'y a pas assez de marge. Et en plus, comme ils le disent, ce qu'elles sous-estiment, c'est les marges arrière, les négociations, la logistique et la solution qui consiste à dire… Et là, je ne le rejoindrai pas. Qui consiste à dire je vais utiliser la grande distrib pour être distribué et gagner de l'argent. Moi, je n'opterai pas là-dessus. Je partirai plus justement sur une vente en ligne directement avec une optimisation de la livraison ou en tout cas un moyen pour optimiser mes livraisons parce que je pense que la clé de leur réussite, c'est justement d'optimiser, de protéger le peu de marge qu'elles ont pour se déployer. Mais peut-être que j'ai tort. En tout cas, c'est comme ça que moi, je ferai. Bon, c'est une idée qui est très sympa. Par contre, je rejoins ce qu'a dit Marc. Je pense que le modèle que vous avez là, il n'est pas viable. Parce que vendre des produits qui sont lourds comme ça à 20 € en ligne, ça ne peut pas fonctionner. Vous n'aurez jamais assez de marge. Il faut augmenter le panier moyen. Il faut rajouter de l'abonnement. Et je pense qu'il y a encore pas mal de travail là-dessus pour changer. Donc, je sais pas, j'hésite parce que c'est une belle idée. Mais là, tel que c'est, ça me paraît pas être fonctionnel. Et en plus, je pense que vous êtes vraiment un petit peu à côté de la réalité parce que valoriser votre entreprise 1,2 million, alors que vous êtes quand même au début de l'histoire et qu'il y a beaucoup de choses à faire, voilà, ça c'est compliqué. C'est pas un élément qui joue pour vous, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je sais pas, j'hésite parce que c'est quand même beaucoup de travail et encore beaucoup de risques. Donc je réfléchis. Ok. Alors il réfléchit, mais il a raison, parce que comme il vient de le dire, la valorisation est trop importante. Elles auraient dû baisser leur valo pour laisser rentrer un de ses associés pour leur permettre effectivement d'améliorer leur process. Il y a une autre idée qui me vient en les écoutant et que je vais te donner parce que peut-être que tu es dans une situation comme celle-là, c'est de pivoter. Ce que viennent de leur dire Marc et puis Eric d'affilée devrait te faire réfléchir et ça peut aussi t'arriver ce genre de situation. Mais tu vois, on est à l'ère de YouTube. On est à l'ère où finalement on peut communiquer sur les réseaux, Instagram, TikTok, etc. Avec ce genre d'idées, tu peux peut-être pivoter pour lancer une chaîne de pâtisserie haut de gamme avec des produits associés derrière et je sais pas moi, des cours, des possibilités d'aborder le sujet sous une autre manière parce que comme le dit Eric, l'abonnement, ça a creusé, c'est peut-être une solution. Il y a peut-être moyen d'aborder le thème sous un autre angle pour optimiser ta marge et éviter que tu perdes ton temps et ton énergie à essayer de choper un volume de clients que tu n'arriveras jamais à choper.
Parce qu'en fait, la caisse de résonance qu'il te faut pour toucher le volume qu'il te faut pour vivre d'un produit qui se vend à 20 €, mais tu n'imagines même pas. Quand je vois, par exemple, pour te faire un parallèle, mon livre qui va arriver aux 10 000 exemplaires dans les prochaines semaines, prochains mois, peu importe, d'ici la fin de l'année, il les aura passés. Quand je vois le nombre de vues que j'ai fait l'année dernière, mais c'est une fraction du nombre de vues que j'ai fait l'année dernière. Donc en gros, il te faut que énormément de gens te voient pour qu'ils aient connaissance de ton produit et à ce moment-là, tu atteindras les volumes. Mais quand ? Et je te rappelle que quand on investit dans une boîte, qu'est-ce qu'on veut ? Un retour sur investissement. Pas jamais, pas dans 1000 ans. Non, on veut être vivant quand on va avoir le retour sur investissement. Donc là, l'exit, tu ne le vois pas. Et le retour sur investissement, tu ne sais pas. Donc c'est pas très rassurant pour les investisseurs. Bon, vous devez faire un choix, à mon sens, entre vraiment la passion d'un côté et le business. Je suis le premier à dire qu'il faut réussir à allier les deux si possible. Et parfois, il faut faire un choix et j'ai l'impression que là, vous devez le faire. Je vais vous aider à mon humble niveau. C'est qu'à mon avis, le business n'est pas tenable. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, du coup, il vous reste la passion. Et c'est cool parce que là, ça va vous amuser 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais vous avez des familles, il va falloir ramener de l'oseille. Et l'oseille, c'est important. Les gens vont dire nanana, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais le bonheur ne remplit pas l'assiette non plus. Donc il faut absolument que vous trouviez quelque chose qui crache de l'oseille. Et là, à ce point, ça me semble très compliqué de trouver des solutions. Et je pense que dès maintenant, vous devez faire un pivot. Vous devez changer absolument votre modèle et trouver quelque chose qui est plus rémunérateur. Pour ces raisons, je passe de mon côté. Le bonheur ne remplit pas l'assiette. C'est une autre version de ma phrase préférée qui consiste à dire « Si tu vis de ta passion mais que tu gagnes pas d'argent, tu finiras par la détester. Alors que si tu fais un boulot que tu détestes mais qui te rapporte beaucoup d'argent, tu apprendras à l'aimer. » Et malheureusement, c'est tristement vrai, il a raison. L'oseille, il t'en faut, que ça te plaise ou non, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. C'est pas avec tes cœurs et ton bonheur que tu vas payer ton loyer. Et donc... là, la problématique, c'est que très rapidement et dès l'instant qu'ils ont donné effectivement les coûts de transport, tout le monde, y compris moi, on a tous très très bien compris que c'était pas du tout viable, pas du tout finançable, malgré le fait que l'idée soit belle. Et le problème, c'est qu'il y a une espèce de plafond de verre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le pack de gâteaux que tu vends va être plus cher que le gâteau, il n'y a plus d'intérêt de l'acheter. Donc là, en fait, il y a aussi... par rapport au marché, une problématique. C'est pour ça que moi aussi, je t'ai parlé de pivot il y a un instant et que lui en parle aussi, parce qu'en fait, il y a une réalité aussi à laquelle tu te confrontes. Tu ne peux pas dire, mais moi je vais vendre un gâteau en paquet à 50 €. Non, parce qu'à un moment donné, si ça me coûte moins cher d'acheter le gâteau chez le pâtissier qui l'a fait lui-même à ma place que de le acheter chez toi en boîte où je dois le faire moi, mais je vais gagner du temps en fait, c'est clair. Donc le pivot, c'est de dire, voilà, je garde dans mon idée de départ 2-3 trucs et je pars sur un truc qui n'a rien à voir, une chaîne YouTube ou j'en sais rien. Et comme ça, j'essaye de trouver un mécanisme où il y a un peu plus d'argent qui sera produit par ma valeur que j'apporte. Mais en l'état, je ne vois absolument pas comment elles peuvent réussir à en vivre à l'échelle à laquelle elles se trouvent. Et même si elles veulent passer à l'étape d'après, ça demande un travail que je pense qu'elles-mêmes ne réalisent pas. Ah non, il passe. Ah, il passe. Ça, je vous disais. Bon, moi je trouve que vous avez une très belle histoire. Elle a du sens. Elle a du sens pour vous. Elle a aussi du sens pour les autres puisque vous démocratisez la pâtisserie en permettant aux personnes de la réaliser chez elles. Vous la portez bien, vous êtes complémentaires. Maintenant, je vois un sujet, c'est que je ne suis pas sûre que ça soit adapté à avoir un investisseur pour grandir très vite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes tout à fait capable de mener cette entreprise à votre rythme. Donc, pour cette raison, je ne vais pas investir. En revanche, j'ai envie de vous aider, donc je vais vous acheter quelques gâteaux et puis on les... Je vais vous acheter 3 gâteaux. Non, je vais vous en acheter une centaine, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ah, merci. Voilà, mais en tout cas, bravo. Moi, je pense que la manière dont vous présentez en fait le projet, finalement, on prend un peu le sujet à l'envers. Pour moi, en fait, le vrai sujet, c'est que faire soi-même, apprendre à cuisiner, on sait que ça a beaucoup de vertus, il y a beaucoup de modèles donc, qui essayent d'aider et les chefs sont très sensibles à cette cause. Et donc je pense que le deuxième élément, c'est le fait que vous avez réussi à avoir un chef sur la base de ce discours, et il a adhéré donc, à votre sujet. Et donc ça me fait penser, puisque le troisième sujet c'est la marge, je pense qu'en fait vous devriez développer un modèle autour des chefs avec une logique événementielle. Parce que finalement une box, c'est un événement, c'est une expérience, c'est un moment de joie. Et donc moi ce que j'ai le plus apprécié dans cette box, je vais vous dire ce que c'est le petit mot que vous m'avez écrit avec mon prénom, ça m'a touché. Et je trouve que si j'avais eu un petit mot de Marx
qui me dit mon cher ami, etc. Donc vous allez ici trouver les ingrédients pour faire, etc. J'aurais gardé mon petit mot de Thierry Marx et j'aurais attendu la prochaine box pour avoir un nouveau chef. Ici, on est sur M6, une émission qui produit du chef en quantité chaque année. Donc on voit que la cuisine, ça a complètement dépassé aujourd'hui donc le cadre de gens qu'on voyait pas justement à l'époque de votre père. On était en cuisine et puis on voyait pas le chef. Aujourd'hui, toutes les cuisines sont ouvertes et il y a un show. Et moi, je trouve que cette boîte devrait reprendre le show. Voilà, donc vous êtes sur la bonne voie, mais c'est un peu tôt pour investir en tous les cas donc sur les montants que vous souhaitez. Très bien. Bah, merci beaucoup pour votre retour. Hyper constructif. Du coup, tous vos espoirs reposent sur Eric. Mais c'est compliqué quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à changer. Non, ça va être trop compliqué, je vais pas y aller, je suis désolé. Je vais passer. Bah écoutez, c'est pas grave, on est déjà super contente. Franchement, vous avez eu plein de conseils. Hein. Ouais. Réfléchissez à un pivot, comment vous pouvez réinventer le modèle, c'est pas trop tard. Une bonne idée par-ci, par-là, votre business, c'est plus le même dans 6 mois. Non, il y a une bonne idée, je pense qu'il faut revoir. Vraiment. Et vous êtes à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci. Merci. Bravo en tout cas, bravo. Merci. Au revoir. Bonne chance. Bon alors rapidement, j'aimerais juste te partager avec toi comment tu pourrais mettre en place un pivot dans ton entreprise ou dans une situation X ou Y, peu importe, qu'est-ce que tu devrais faire. Très rapidement, je ne vais pas y passer des heures, je te rassure. L'idée, c'est pas de te saouler avec cette émission, mais écoute, ça va être intéressant. La première chose que tu dois faire, c'est rencontrer un panel de clients. Moi, j'aurais tendance à dire une centaine, ça paraît beaucoup, mais pourtant c'est vrai. Je pense que tu rencontres une centaine de tes clients qui ont eu ces box dans les mains et tu essayes de voir avec eux qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir comme amélioration et tu essayes d'en tirer quelque chose. À partir de là, tu repars sur un nouveau produit. Alors d'abord, non, attends. À partir de là, soit tu repars sur un nouveau produit, soit tu décides d'améliorer l'existant. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui doit ressortir et qui doit t'orienter dans un sens ou dans l'autre, ou encore dans un autre sens que je n'ai pas évoqué, peu importe. Mais tu dois absolument contacter tes clients et faire un état des lieux de la situation vis-à-vis de leur expérience client. Qu'est-ce qu'ils auraient préféré, qu'est-ce qui leur manquait, qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus, enfin tu vois, le maximum d'éléments. Une fois que tu as fait ça, en discutant avec eux, tu essayes de voir si sur le même modèle, il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait leur être plus utile, en n'hésitant pas à détruire entièrement ce que tu as construit. L'idée, et ce que je veux que tu comprennes derrière cette notion de pivot, ce n'est pas simplement de changer ton modèle, c'est de répondre à l'attente des clients au-delà de ce qu'eux-mêmes espéraient. C'est-à-dire que si le mec te dit il manquait ceci, il manquait cela, essaye même d'anticiper des demandes qu'ils n'ont pas formulées. Essaye d'aller le plus loin possible. Ton questionnaire et les questions que tu vas leur poser doivent être tournés dans ce sens-là. Et c'est extrêmement important d'être en contact avec ses clients pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est eux qui font ta boîte et personne d'autre. Et je veux juste te rappeler un dernier élément qui a été évoqué ici, c'est que c'est trop tôt pour lever de l'argent. Ne lève pas de l'argent tant que tu n'as pas une base client et aussi une visibilité sur ce que tu veux faire, sauf si tu es dans un domaine de l'innovation, si tu as un brevet, si tu as dans ta création d'entreprise, si tu possèdes une valeur intrinsèque qui est, comment je pourrais dire ça, évidente. C'est-à-dire que tu arrives, tu présentes ton projet et tout le monde ne voit que ça. Et dans ces cas-là, tu arriveras à lever de l'argent. Mais si tu viens avec rien ou avec simplement le début de quelque chose, tu passes à côté d'une levée de fonds éventuelle que elles-mêmes auraient pu avoir, tout simplement parce que tu es venu trop tôt. Rappelle-toi toujours de ce que je répète, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est con, mais c'est vrai. C'est bien, ils nous ont donné plein de conseils. Non, vous avez géré quand même, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avez géré. Vous avez bien parlé. Vous avez géré. Tu veux pas y aller, toi, à deux? Faut pas laisser partir comme ça. Ton idée, elle est bonne. Est-ce que tu remontes à 35 Mais balles? la valeur, Hein? 120 000 euros, t'as pas besoin de mettre, tu vois. Non, on prend ça pour 120 000 euros. Là, on dit 30. T'as dit quoi? Je propose à Delphine donc qu'on les fasse revenir et qu'on investisse donc 120 000 euros à deux pour un pourcentage du capital non défini. C'est maintenant que vous réveillez. Par contre, faut vous décider là pour le coup. Ah bah, c'est lui qui dit ça, il a mis 10 minutes pour savoir s'il allait ou mais pas. je veux dire, effectivement, décider et si... Non mais tu vas nous donner des leçons maintenant. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non mais ça part complètement en cacahuète cette émission. Elles sont plus là. Oh bah attends, finalement je réfléchis. Je pense qu'on peut difficilement les laisser partir. Voilà, donc c'est ma conviction. Et y aller tout seul, donc 120 000 sur un business pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, on va pas les répéter. Par contre, je pense que si on fait un pivot, notamment avec l'idée effectivement donc des chefs, grâce aux chefs, on remonte le prix. T'en connais des chefs qui peuvent signer ça? Bah oui. On en connaît tous Bah oui. plein.
voilà. Bien sûr, voilà, c'est donc, pour ça. Donc là, c'est 10 chefs dans l'année. on est d'accord. Bah ouais. Ah, moi, je connais beaucoup de chefs. Bah, viens avec nous, alors on fait à Ah bah 3. non, moi... Ah bah si, ah, pourquoi pas. On fait à 3. Si c'est les chefs, hein. On leur propose ça. Oui. Peut-être qu'ils vont dire non. Mais on peut toujours essayer. Et après, on leur propose une valo qui soit celle qu'on pense juste de Vous développer. voulez combien 10% pour 120 000 euros, 10%. 1,2 million de valo. 120 000 pour 30% Ouais, ou 10% voilà. chacun. Et on fait un pivot avec les chefs. Est-ce que tu veux aller les chercher pendant qu'elles sont encore là? Eh ben, allons-y. Dépêche-toi parce que ça se trouve, elles sont en larmes. Hein. Et vous voulez proposer 120 000 pour combien? 30%. Ah oui. 10% chacun. Ah bah... On vous ramène un plateau. Allez, venez avec moi. Non, c'est un truc de fou. Peut-être pas fini, c'est peut-être pas fini. C'est pas fini, là, les filles. Hein. Allez. Ok, retournement de situation assez inédit à ma connaissance. Ok. On a réfléchi. Après votre départ, en fait, on a échangé rapidement avec Delphine et avec mes camarades et on s'est dit on peut pas laisser partir ces deux jeunes femmes qui ont montré donc une détermination donc à toute épreuve et qui sont en plus ouvertes au fait de pouvoir faire un pivot. Et quand on a énoncé tout à l'heure l'idée des chefs, etc., on y croit assez en fait à cette idée-là et en fait ça peut créer beaucoup de valeur et donc créer de la marge et surtout créer du désir pour les distributeurs. Donc on va pouvoir être référencé sans doute sur du long terme. Et donc on a une proposition à vous faire. Je vais laisser Delphine faire la proposition. On se joindrait tous les trois. On vous apporterait les 120 000 euros que vous sollicitez, mais nous souhaiterions qu'en contrepartie, vous nous accordiez 30% du capital. Voilà, parce qu'on va s'investir chercher les avec chefs. vous, parce qu'on va vraiment vous aider à faire décoller cette entreprise et à la faire prospérer. Déjà, on vous remercie de cette offre-là. On est conscient de tout ce que vous pouvez nous apporter en termes de compétences, de réseau et en fait pour aller plus vite dans cette aventure-là. On a compris qu'on devait, qu'il y avait le business model à revoir, etc. Donc on en est consciente. C'est pour ça qu'on a décidé d'accepter votre offre. Ah bah bravo. Bravo. On a hâte de travailler avec vous. Merci. Merci. Merci pour la confiance. Ah bah toute la famille. Ah, bravo! Dans les conditions, on l'a pas dit, mais on veut goûter le fraisé de papa. Hein. C'est un truc de fou. Ouais, on s'était dit, bon, bah, c'est pas grave, on rentre bredouille, mais on rentre avec plein de conseils. Et vraiment, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé les 5 dernières minutes. On a 3 investisseurs dans notre board maintenant, donc ça va tout changer. On a tout fait toutes les deux, toutes seules, donc on a vraiment appris à chaque fois sur le terrain. Et là, c'est pas qu'on va souffler, mais c'est qu'en fait, on va apprendre plus vite, aller plus vite, et on a besoin d'accélérer, donc ça va être trop bien. Bon, alors je voulais que tu entendes la fin parce que c'est surprenant, effectivement. Je suis désolé de casser le truc, mais bon, tu sais que quand je fais ces émissions, je fais des recherches. Il n'y a eu aucune part de prise par aucun des associés de cette émission dans cette entreprise. En tout cas, pas que j'ai trouvé dans mes recherches. J'ai accès, je tiens à te le dire quand même, aux documents officiels et malheureusement, et alors ça me déçoit, hein, et je suis obligé de te le dire par souci de transparence. Et à chaque fois que je vois des trucs comme ça, je suis toujours extrêmement déçu parce que je t'avoue que depuis toutes les années où je couvre ces émissions, je finis même par me demander ce qui est vrai de ce qui est faux. Voilà, je te le dis comme je le pense, hein, parce que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, où je vois qui veut être mon associé, où ils disent j'investis, et où au final, quand on rentre dans le détail de l'entreprise, rien n'apparaît sur les documents officiels. Donc là, rien n'apparaît. Après, je ne suis pas vraiment surpris, je vais t'expliquer pourquoi. 3 associés, 10% chacun, 120 000 euros pour une boîte qui fait 40 000 euros. On n'a pas eu beaucoup d'éléments, on n'a pas un gros chiffre d'affaires. Malheureusement, je ne vois pas où est l'intérêt pour les investisseurs. Ça fait beaucoup d'associés pour pas grand-chose au final. Et en plus, il faut aller convaincre des chefs, etc. etc. J'ai du mal à croire que les 3 investisseurs du calibre de Marc Simoncini, Delphine André et j'ai oublié son nom, mais ça va, Nadir, j'ai oublié son prénom, excuse-moi, vont passer autant de temps pour finalement un résultat qui me paraît douteux. Moi, je reste sur mes positions. Je ne serais pas allé investir dans cette entreprise pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Et vraisemblablement, ça ne s'est pas fait officiellement. Ça s'est fait officieusement avec une validation orale devant des caméras. Mais derrière, ça ne s'est pas signé. Sache aussi qu'il est possible, en fait, que donc dans les rachats de sociétés, il faut quand même que je te le dise,
qu'une fois qu'ils ont eu tous les éléments en main pour aller signer chez l'avocat, ou chez le notaire d'ailleurs, parce que c'est possible aussi d'acheter chez un notaire, qu'en fait il y a eu des éléments qui ne leur convenaient pas ou qui ne correspondaient pas aux chiffres qui ont été donnés et que du coup ils se sont retirés de l'affaire. Je ne cherche pas à accuser l'émission de fausses déclarations, je dis juste en tout cas que ça ne s'est pas fait. Voilà. Et alors que ça se termine comme si ça s'était fait. Voilà. Et sache que c'est pas étonnant, tu peux dire oui dans les affaires et ça peut finir en non. Tu peux signer un compromis avec un vendeur et qu'il se passe des choses et que tu n'arrives jamais au bout, alors que tu avais verrouillé une excellente affaire. Donc, soyons clairs, toi et moi, des aléas dans le business, il y en aura toujours. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train d'essayer de te mettre face à la réalité. Et malheureusement, ici, ça ne s'est pas fait. Au final, je pense que le pivot, c'était la meilleure idée et le meilleur conseil qu'il leur avait jamais donné et que c'est ce qu'elle devrait faire même encore aujourd'hui. Les box à 35 €, je ne vois pas bien l'intérêt, indépendamment du fait que tu vas consommer un chef. Faut-il encore que les chefs acceptent de coller leur visage sur ces box-là? Entre-temps, il y a eu la révolution des pâtissiers sur Instagram. Moi-même, j'en suis. En fait, tu as Cédric Grolet, qui est un des plus connus, qui fait de la pâtisserie artistique sur Instagram. Je t'invite à regarder. Aujourd'hui, ils ont plus intérêt à se mettre eux-mêmes en scène plutôt qu'à prêter ou à donner leur image à des boîtes comme celle-là. Surtout qu'ils ne vont pas la donner gratuitement, ils vont la vendre. Et donc, ces boîtes-là, elles n'ont pas les moyens de payer. Donc, au final, leur idée, moi, personnellement, je ne la trouve pas si bonne que ça. Mais encore une fois, je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Ce que je te partage, c'est mon opinion simplement. Et je te réitère le conseil que je t'ai donné pendant cette émission. Confronte-toi le plus rapidement au réel et confronte-toi le plus rapidement à tes clients. Les seuls qui te donneront toujours raison et qui auront toujours raison à l'arrivée, ce sont tes clients. Prends des décisions pour tes clients et tu réussiras quoi qu'il arrive dans la vie. Prends des décisions pour ta passion, pour te faire plaisir ou je ne sais quoi d'autre. Malheureusement, tu verras l'argent te passer sous le nez toute ta vie durant. Et je te souhaite d'avoir du pognon, donc je fais tout pour t'aider. Bon, ben j'ai kiffé cette émission, hein. Like, partage, va sur mon site si tu veux venir me rencontrer au séminaire. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Bonnes vacances à toi!